Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle, une émission dédiée plus particulièrement aux candidats engagés dans cette élection présidentielle qui aura lieu le 12 avril prochain. Présidentielle 2025, la parole aux candidats. Pendant 1h30, mon invité et moi, on va mettre le marqueur sur les principales articulations de son projet de société. Et j'ai le plaisir, le bonheur de recevoir ce soir dans cette émission le candidat Axel Stophen Ibinga. Monsieur Ibinga, bonsoir. Bonsoir Snella. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé Africain. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est la deuxième fois que vous allez solliciter les suffrages des populations gabonaises. C'est la deuxième fois que vous vous jetez donc à l'eau pour concourir dans le cadre d'une élection présidentielle. Alors, d'aucuns pourraient voir une forme d'obstination ou d'entêtement. Pourquoi? Pour une deuxième fois de suite, Axel Stophen Ibinga a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. D'accord, merci. Déjà, se jeter à l'eau, c'est ne pas avoir le choix. Souvent, on ne se jette pas à l'eau quand on a le choix. C'est quand on n'a pas le choix, on fuit, on se jette à l'eau. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. C'est ma deuxième participation. Ce n'est que le résultat d'une conviction affirmée et non d'une ambition. J'aime faire le distinguo entre l'ambition et la conviction. Aujourd'hui, au regard de ce que nous avons traversé depuis le 30 août à ce jour, j'avais mis un curseur dans mon esprit en me disant si je perçois des signes en accord avec ma vision du Gabon que je veux pour demain, je veux m'aligner derrière celui ou celle qui aura envoyé ces signaux-là. Raison pour laquelle je suis resté en retrait pendant la transition pour observer, avoir un regard observateur de là où je suis, de façon à ne pas venir comme un cheveu dans la soupe. Mais toutefois, j'ai attendu la fumée blanche et je ne l'ai pas vue. Raison pour laquelle j'ai encore pris non seulement la décision, mais cet engagement de poursuivre la vision que j'ai pour notre pays, de la poursuivre dans le sens où je veux la partager au plus grand nombre. Parce qu'il ne s'agit pas d'un message, il y a une confusion. Je vois par-ci, ici et là, les gens parler on parle de discours, on parle de messages, mais moi je fais une différence dans ce que je dis. Je parle de vision. Je veux partager une vision. Je ne partage pas un message. Je veux partager une vision. Il faut que la vision, d'accord, les Gabonais perçoivent cette vision, perçoivent le signal de cette vision. C'est toutefois comme un décodeur. Aujourd'hui, nous avons des abonnements bouquets, des bouquets satellites. Il faut un signal pour que l'image sorte. L'image, c'est une vision. Je me lève en émettant un signal. De ce signal, je souhaite, j'espère et je sais que les Gabonais vont orienter leur parabole vers ce signal et ensuite ils verront la vision que je porte. Et votre vision se décline en 9 principaux axes contenus dans votre programme électoral, le projet de société, oui. La République. C'est le Gabon, la République au travail. La République au travail. La République au travail. Donc ce projet-là s'articule en 9 principaux axes. On aura le temps évidemment de pouvoir, je l'espère bien, passer au peigne fin ces 9 principaux axes afin que vous puissiez mettre le marqueur sur les principales articulations de ces axes-là. Mais permettez-moi d'abord, en guise d'introduction, de revenir sur des éléments clés de votre biographie, parce qu'il faut que les Gabonais vous connaissent mieux. Alors, vous êtes Axel Stophen Ibinga. Vous êtes marié et père de 6 enfants. Vous êtes né le 27 février 1981 à Port-Gentil. Vous êtes originaire du département de Benjé, c'est dans la province de l'Ogooué maritime. Vous êtes
vous vous définissez comme un pur produit du système éducatif gabonais. Vous avez fait vos études primaires à l'école publique Saint-André de Port-Gentil, où vous avez obtenu votre certificat d'études primaires jusqu'au concours d'entrée en sixième donc. Votre cursus secondaire, vous l'avez entamé au lycée d'État de l'Estuaire, qui est devenu lycée Paul Ndjenje Ngonjou, avant de le poursuivre au lycée technique national Omar Bongo dans la commune d'Ovendo. À la fin de vos études secondaires, vous êtes fasciné par l'entrepreneuriat, vous êtes attiré par le monde de l'entreprise et vous avez fait le choix personnel de vous orienter vers le monde de l'entreprise, contrairement à vos camarades ou à vos frères. Pourquoi, si jeune, vous avez tenu à opérer ce choix-là, à prendre cette trajectoire? Mais je pense que ce sont des choix qui sont d'abord innés. Et je remercie ma lucidité parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, c'est ce choix-là qui me permet aujourd'hui d'être à 2 reprises participant à une élection présidentielle. J'aurais fait une carrière ordinaire, comme certains de mes collègues, condisciples de classe. Je ne serais pas là aujourd'hui devant vous, je n'aurais pas été là en 2023. Ce choix m'a permis d'avoir aujourd'hui une autonomie, une liberté d'expression. Parce que j'avais cette conviction quand plus jeune que je ne voulais pas être fonctionnaire et je ne veux pas travailler je veux être mon propre patron. Je l'avais. Déjà à l'esprit, très jeune, je ne voulais pas, je voulais être mon propre patron. Certainement, mon papa y est pour beaucoup. Paix à son âme, il n'est plus avec nous. Parce que il a toujours été, il a été mon modèle. Mais en dehors de lui, j'ai eu d'autres papas qui ont également été des modèles pour moi. Et la plupart de mes papas ont toujours été des hommes d'affaires. Et c'est ce qui m'a également conduit, je pense, à renforcer cette conviction que j'avais de dire, voici ce que je veux être demain. Je veux cette liberté-là, je veux cette autonomie. Et depuis quoi? Ça fait 19 ans que vous êtes dans... Oui, non? je l'ai commencé en 2007. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 19 ans. Oui. Hier, j'entends pas hier, en 2023, j'étais à 17 ans. Aujourd'hui, 2025, ça fait 19 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Et vous voulez évidemment transposer ou transformer votre vision, votre expérience personnelle. Ouais. Vous croyez en ce rêve-là qu'il est possible évidemment de mettre en relief des modèles gabonais, c'est ça? Oui, je ne crois pas au rêve, je crois à la vision. De la vision naît le rêve. D'accord. Il faut voir pour rêver. Je crois à cette vision. La vision que j'ai eue, qui me permet aujourd'hui d'être là, qui m'a permis hier de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis fier parce que, à travers moi, des compatriotes ont du travail. À mon échelle, en tant que citoyen, je contribue. Il y a des familles aujourd'hui qui, à travers la vision que j'ai eue, la conviction qui a nourri cette vision, aujourd'hui m'a permis de donner à des compatriotes du travail. On va revenir dans le détail en ce qui concerne justement votre vision en rapport avec l'entrepreneuriat, l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires ou d'entrepreneurs gabonais. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne votre programme électoral, votre projet de société, la République au travail. On l'a dit que se décline en 9 principaux axes. Le premier axe met en lien l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle et l'emploi. Alors, quand je lis, vous parlez par exemple d'élaborer et voter une loi de programmation pour financer directement l'éducation, la formation et la recherche. Qu'est-ce à dire? Comment vous la traduisez en acte? Je la traduis en acte. Déjà, j'aimerais faire une petite précision. Oui. En 2023, je me suis présenté à l'élection présidentielle avec un programme électoral. J'aime bien cette distinction, cette nuance qu'il y a entre le programme et le projet. Selon moi, il s'agit encore là de la vision que je porte. Pour moi, il y a une différence entre le projet et le programme. C'est pourquoi j'insiste sur le programme électoral, parce que c'est un ensemble de projets
qui vont permettre la réalisation, l'atteinte de l'objectif du programme que je souhaite. C'est-à-dire que votre programme est prêt à être appliqué si vous êtes élu au soir du 12 avril. Tout à fait. Le projet, on est dans le registre de quoi? De l'imaginaire, de Non, la le projet- fantasmagorie, non, de la projection sans pragmatisme. Le projet, pour moi, selon moi, le projet, je reviens. C'est comme je porte la division. Le projet, c'est l'atteinte d'un objectif, d'accord, pour un but bien précis. Mon programme rassemble 9 axes qui touchent tous les domaines de la vie citoyenne. Il y a plusieurs domaines. Donc, comme dire, plusieurs projets qui constituent un programme. Voilà ma vision. C'est un programme de gouvernance. Voilà, c'est ça. Et partant de là, je disais, en 2023, j'ai été candidat avec un programme qui présentait 9 axes. Et pendant la transition, aujourd'hui qui tire à sa fin, les 18 mois où j'ai été à l'ombre comme un observateur, j'ai renforcé cette vision. En la renforçant, j'ai compris qu'un axe ne peut pas tenir s'il n'a pas de pilier. J'ai rajouté à 9 axes, 9 piliers. Tout à l'heure, vous avez énuméré les 9 axes. Je vais me permettre d'énumérer les 9 piliers. Ils sont dans le programme. De ces piliers tirent leur source, d'accord, sur ce que j'appelle la dynamique alternative que je vais impulser à partir du 12, après le 12 avril. Je vais impulser une dynamique alternative dans tous les secteurs. D'accord. On va faire le point également sur cette Les 9 dynamique alternative qui va vous permettre de mettre en Les branle 9 piliers. votre programme. Revenons évidemment sur le premier axe de votre programme électoral, c'est lui en lien avec l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur. Et la formation professionnelle et Oui, l'emploi. oui. Voilà, c'est ça. Alors là, vous parlez de la loi de programmation Oui. budgétaire. En 2011, il y a eu les États généraux de l'éducation nationale, dont à cette date, en ce temps, nous avons adopté, un rapport a été rendu, d'accord. Ce rapport en fait a été rendu avec une loi d'orientation qui malheureusement n'a jamais été appliquée. La loi d'orientation a été plus ou moins adoptée, d'accord, sauf que la loi de la programmation n'a pas été faite. Programmer se dit, bon, nous avons arrêté désormais que les écoles devront être ainsi, d'accord. Ça veut dire que nous avons évalué le type d'école que nous voulons. Dans ma vision, je prends l'école de la République. Et à ce niveau, une fois qu'on a arrêté le cadre éducatif de nos enfants, on doit maintenant se donner une loi de programmation budgétaire pour qu'on respecte la norme qui a été plus ou moins la synthèse de ces états généraux, pour que désormais on mette aux normes nos établissements. Alors, l'école de la République, comment vous la définissez? Le Gabon est indépendant depuis 1960. La République a mis à la disposition des populations gabonaises l'école de la République. En 2025, comment vous définissez l'école de la République? L'école de la République, c'est plus cette école qu'on va regarder avec inquiétude. Est-ce que mes enfants, est-ce que c'est bien? Moi, j'ai été dans l'école de la République. Bon, aujourd'hui, je peux, sans aucun doute, et vous en conviendrez avec moi, les Gabonais également, combien de nos parents aujourd'hui, surtout je parle de la classe moyenne, font confiance à l'école de la République? Je ne pense pas. Et cela également, on viendra demain. C'est tout ça les conséquences de la vie chère. On a tous aujourd'hui l'inquiétude de voir les enfants apprendre dans des établissements où ils sont en nombre Effectif pléthorique. d'accord. Aujourd'hui, l'école de la République, selon ma vision, la vision que je porte, elle va s'appuyer sur des normes. Le Gabon est signataire de certains accords, certaines conventions internationales, notamment l'UNESCO. Mais que dit l'UNESCO, qui est le référentiel en termes d'éducation au Gabon? L'UNESCO dit l'école, la salle de classe, c'est 35 places. Dans une norme normale, 35 places. Lorsque nous allons aller, l'école de la République dont je parle va s'appuyer sur les conventions qu'on a signées. Est-ce qu'aujourd'hui, cette norme-là est respectée? Il vaut mieux pour nous qu'il y ait moins de 35, mais qu'on ne dépasse pas 35.
Après, on peut adapter en fonction des conditions, d'accord? Moi, j'irais pour 40 élèves. Alors, pour rester davantage pragmatique, on sait que le système éducatif gabonais présente des difficultés depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis 1990. Il y a des efforts qui sont certes faits, peut-être par dose homéopathique, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des structures d'accueil, mais le problème d'effectifs pléthoriques est encore criard dans certaines localités, encore plus en province par exemple. Au niveau de l'éducation nationale, il y a des problèmes déjà par rapport aux enseignants eux-mêmes, les problèmes de régularisation des situations administratives. Ensuite, il y a les structures d'accueil. On a parlé des salles de classe qui ne sont pas assez grandes et en nombre suffisant. L'absence d'enseignants, parfois les problèmes de formation. Comment vous réglez tout ça? On règle tout ça sous le prisme de la norme. Sans norme, on ne peut... La norme, c'est comme une vision. La norme nous dit que l'établissement doit avoir, un collège doit avoir un certain nombre de classes, de salles de classe, d'accord? Un lycée, un certain nombre de classes, avec une dimension bien précise, avec des tables bancs d'un certain nombre, d'accord, dans la salle de classe, pour un enseignant. C'est ça la norme. C'est comme ça qu'on va résoudre tout le problème. Si on n'a pas de normes, on va avoir comme aujourd'hui des salles de classe avec 100 élèves, avec 74 élèves, avec 92 élèves dont j'ai recensé, avec 120 élèves même, ou des salles de classe où les élèves sont assis à même le sol. C'est dû à quoi? Absence de normes, d'accord? Aujourd'hui, ils pourront certainement nous dire qu'il y a des normes, mais donc il y a une norme qui dit qu'on doit être à 100, montrez-la moi. Si on a signé des conventions, les signataires de ces conventions, avec ces organismes, notamment l'UNESCO. L'UNESCO autorise qu'il y ait une salle de classe où il y a plus de 70, où il y a plus de 35 élèves. Je ne pense pas. Quelle solution vous apportez au problème d'absence d'enseignants? Il y a des enseignants qui sont sortis des écoles, qui sont en pré-salaire, qui n'ont pas encore d'emploi ou d'affectation effective, alors qu'il manque énormément d'enseignants sur l'ensemble du territoire. Comment c'est un résoudre ce problème de problème? programmation. Je dis une loi de programmation. Lorsqu'on fait la loi de programmation, on s'assure que ces enseignants-là qui sont actuellement à l'école, d'accord, de l'ENS et autres, on s'assure que lorsqu'ils vont sortir, ils vont finir leur cycle, automatiquement ils intègrent les rangs, d'accord, de l'enseignement, le corps d'enseignement, et de facto leur salaire. Pourquoi pré-salaire? Qui vivrait avec un pré-salaire au Gabon? Pourquoi exiger ça à nos enseignants? Est-ce un péché d'avoir cette vocation d'enseigner au point où ils sont autant marginalisés? C'est pas normal en fait. D'où je dis, on va veiller à ce que l'application, dans tous les secteurs, nous allons mettre en place une loi de programmation budgétaire qui va s'assurer que même si on commence aujourd'hui, nous allons la terminer. Soit elle sera triennale ou quinquennale, ou même septennale, mais ce sera respecté. Alors, pour terminer avec le secondaire ou le primaire et le secondaire, évoquons la situation de l'Institut pédagogique national, l'IPN, qui est quand même... Le laboratoire. Voilà, très important dans le système éducatif, mais qui, aujourd'hui, a toutes les peines du monde pour fonctionner, le budget de fonctionnement réduit complètement à peau de chagrin, des programmes qui ne semblent ne pas être adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Comment feriez-vous, par exemple, pour remettre l'IPN, l'Institut pédagogique national, au centre, au cœur justement de la qualité, de l'excellence? D'accord. Je prends l'école de la République. Et l'IPN aujourd'hui, lorsque vous voyez même la façade, mon Dieu, les environs de l'IPN, on comprend mieux la place qu'a l'éducation dans notre pays. On comprend mieux. C'est un bâtiment, il y a des hommes là-bas engagés, volontaires, qui ont la conscience de transmettre un savoir. Mais lorsqu'on voit le bâtiment, l'état dans lequel il est, on devrait les féliciter. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus que ça. On leur donne ceci et ils font avec cela. Ça va commencer à changer d'abord par le cadre. Lorsqu'on réclame, lorsqu'on veut avoir des résultats de performance, d'excellence, mettons ces gens dans les conditions. Je suis curieux de voir à quel point ceux qui sont vraiment
ceux qui sont au front sont délaissés dans le traitement. Mais ceux qui ne sont pas au front, c'est la colle douce. Ils ont tout. Nous en reviendrons plus tard. Vous avez également, dans ce premier axe, élaboré une pensée, une vision en termes de programme pour ce qui concerne l'université. Vous parlez de faire des audits au sein des universités publiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le même problème, la norme. Les effectifs pléthoriques, un amphi de 6000 étudiants. Mon Dieu, j'en passe, c'est le même problème. Lorsque nous allons faire un audit, d'accord, nous allons repartir un peu à nos engagements, d'accord, nos conventions signées. Que disent-elles? La République au travail, c'est la République de la norme. On ne va pas inventer la roue. On va regarder la norme, on verra en face. J'aime à dire que lorsqu'on se regarde, c'est un adage, c'est pas moi, mais j'aime bien cet adage. Lorsqu'on se regarde, on se désole. Lorsqu'on se compare, on se console. J'entends les Gabonais disent, certains disent que oui, mais ailleurs. Non, moi je leur dis, dans la vision que je prône, que je porte, arrêtons de nous comparer pour se consoler. Acceptons de voir la désolation de 35 ans de gouvernance politique dans notre pays. Politique politicienne, j'entends dire. Acceptons de voir cette désolation. Si nous l'acceptons, nous allons prendre la mesure nécessaire pour rectifier le tir. Arrêtons de nous comparer pour nous consoler. Alors, l'université publique gabonaise la plus grande existe depuis le milieu de début des années 70. Elle est vieille aujourd'hui, elle est dépassée en termes d'effectifs pléthoriques. Elle a des structures qui sont inadaptées par rapport au contexte actuel. Puisque vous parlez de programmation, combien pourriez-vous consacrer justement à la construction des universités au Gabon? Combien prendrez-vous dans le budget de l'État pour lancer cette vaste opération de construction des universités afin de doter les étudiants gabonais d'universités modernes aujourd'hui? L'audit dont je parle sera rendu public. Public. Tout audit au Gabon, désormais, au soir du 12 avril, sera rendu public. Tout audit, même celles qui ont été faites avant, qui n'ont pas été rendues publiques, seront rendues publiques, pour que les Gabonais sachent. Qu'est-ce qu'a donné cet audit? Il y en a plein qui ont été annoncés, une fois terminés, mis dans les placards. Tout audit au Gabon sera désormais rendu public. Est-ce que ça nous donne une indication sur ce que vous êtes prêt à allouer dans le budget de l'État pour les universités? Comment à ce jour, là où nous sommes là, vous et moi aujourd'hui, déterminer le montant de ce que va révéler l'audit? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Non seulement je n'ai pas la compétence pour faire un audit, d'accord, mais j'ai la vision pour la déclencher. De là, nous allons estimer, selon l'audit qui aura été mené par les ressources, d'accord, morales compétentes pour le faire. Nous allons ensemble déterminer, ils vont arrêter un montant qui me sera transmis. De là, on va la rendre publique. De là, va être engagé lors de programmation budgétaire triennale, quinquennale, septennale pour mettre nos universités aux normes des engagements que nous signons. Alors, vous parlez également de formation professionnelle. Vous êtes entrepreneur. Est-ce que c'est votre expérience qui vous emmène à proposer dans votre programme électoral une restauration et réorientation des missions des centres de formation professionnelle? Justement, c'est la vision. La vision, l'expérience vient de la vision. Je suis toujours poussé que par la vision. C'est pourquoi je dis, lorsque je parle aux Gabonais, je n'ai pas un message. Je viens transmettre, jamais j'apporte un signal pour qu'ils se connectent à la vision de ce signal. C'est ma vision qui m'amène à dire que nous allons réorganiser les choses. J'annonce que la formation professionnelle, c'est une première phase que je souhaite
triennale, sinon quinquennale, sera gratuite. Gratuite pour l'ensemble des Gabonais. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de chômage. Chômage, mais je dis, lorsque l'on va dans la norme de l'OIT, le chômeur, c'est celui qui est diplômé, mais qui n'a pas d'emploi. Il n'arrive pas à trouver un emploi. Quand vous parlez de gratuité, est-ce que vous avez vu la dimension relative à la maîtrise des effectifs? Ah Vous oui. parliez déjà des Oui. problèmes d'effectifs. C'est un investissement utile. C'est-à-dire que c'est un investissement utile, d'accord? Non, tous ne sont pas... Pourquoi je vais m'expliquer. Celui qui est chômeur, selon la norme de l'OIT, c'est celui qui est diplômé mais qui n'a pas d'emploi. Exactement. Ce dernier, qu'on le veuille ou pas, certainement, il finira tôt ou tard par avoir un emploi. Au pire, selon la vision que je porte, au bout de 2 ans, s'il n'y a pas d'emploi, nous allons mettre en place un programme de réinsertion, de reconversion, pour qu'on l'oriente là où il y a besoin. Nous mettrons en place ce programme-là, avec les ressources compétentes en la matière. Mais ceux-là sortis du circuit scolaire, sans avoir eu leur diplôme, ne sont-ils pas des chômeurs également? Que fait-on d'eux? Il faut les former d'abord. D'où je dis, la formation, je la rendrai gratuite. La formation professionnelle, je la rendrai gratuite. Parce qu'il faut qu'on les forme. Il faut qu'ils s'auto-emploient ou qu'ils trouvent de l'emploi avec une qualification, d'accord, dans leur domaine, le domaine qu'ils auront choisi. Alors, on parle davantage depuis bientôt une dizaine d'années, un peu plus peut-être au Gabon, de la nécessité de développer une adéquation formation-emploi. Il y a quelques semaines, on a organisé, je pense, la 2e édition, 3e du salon de l'orientation pour ce qui est des élèves de classe de terminale. Quelle est votre vision justement en rapport avec puisqu'on parle de formation professionnelle, par rapport à l'emploi, au regard de votre expérience d'entrepreneur? Quels sont les types de filières, de métiers qu'il faut davantage, vers lesquels il faut davantage orienter les Gabonais? Déjà, je suis jury parce que c'est pas le mot, c'est pas la méthode, c'est pas le principe d'action. L'État n'a pas vocation à orienter la formation professionnelle des élèves, des étudiants. Si on va du principe que l'économie est tenue par le privé, c'est eux qui embauchent le plus grand nombre, l'État ne fait que... L'État reste dans son giron régalien, d'accord, pour la collecte des impôts et taxes et autres. Partant de là, c'est le secteur privé, justement, que je veux rendre dynamique. Par cette dynamique alternative que je vais impulser, ce sont eux qui seront au four et au moulin. Et comment vous rendez ce secteur privé dynamique? Je le rendrai dynamique parce que nous allons mettre en place justement une loi de programmation pour accompagner le secteur privé. L'État a besoin des recettes. On ne peut pas, pour récolter, il faut s'aimer. D'accord? Oui. Et là, vous faites quoi? Vous allégez les taxes, vous faites quoi concrètement? Non, si on ne sème pas. Non, moi je vais assécher des canaux. Je vais assécher des canaux. Les flux là, qui vont là où il ne faut pas, là, je vais les réorienter. Je les mettrai là où il faut pour soutenir l'économie. Parce que plus nous allons étoffer notre tissu économique, plus nous pourrons collecter, nous pourrons récolter. Aujourd'hui, là où la gouvernance, que je dis bien, je répète, les 35 ans de gouvernance que je décris aujourd'hui, ils ne sèment pas au bon endroit. Ils sèment sur des mauvaises terres. Sur la mauvaise terre. La terre, je la connais, je l'ai définie. Moi, je vais s'aimer sur la bonne terre désormais. On va parler tout à l'heure d'économie certainement et on reviendra sur le secteur privé. Et j'ai vu qu'en filigrane, vous aviez peut-être voulu évoquer aussi dans cette vision qui est la vôtre, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On va forcément y arriver. Parlons du deuxième axe de votre programme électoral, Axel Stoffen Ibinga. Ibinga, c'est celui qui met en lien votre vision de la santé. Déjà, la santé, la solidarité et la protection sociale. Bon, parlons de la santé avant de parler de protection sociale et solidarité. Que comptez-vous faire des structures sanitaires? Avez-vous un plan d'action bien défini?
le diagnostic qui est fait en ce moment est peu reluisant en ce qui concerne les structures sanitaires au Gabon, malgré les efforts qui sont fournis chaque année. Quelle solution avez-vous préconisée? D'accord. J'ai toujours, je dis, j'ai une vision. Oui. Je n'ai pas de solution. La solution, ce sont des mots. La vision, quand tout le monde l'a compris, on se greffe et on avance. Partagez-nous votre vision. Cette vision, c'est que notre système de santé est dans une démarche à chaque fois curative. On attend d'être malade pour soigner avec le peu. Nous allons aller dans une démarche préventive pour désengorger les hôpitaux. Et comment? On va prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. C'est ma vision. Et comment vous faites? Nous allons mettre en place des campagnes de sensibilisation. Nous allons mettre en place les moyens. Nous allons réorienter à chaque secteur stratégique. Nous mettrons en place une loi de programmation pour financer ça. C'est ce qui a manqué pendant 35 ans. C'est ce qui a manqué. Voilà ce qui va être appliqué désormais. Une loi de programmation pour chaque secteur identifié, d'où les urgences se font. D'accord? Languir. Une loi de programmation pour soutenir la dynamique alternative. Je parle bien de dynamique alternative. Quand vous parlez de faire dans la prévention, d'organiser des campagnes de sensibilisation, bon, toutes les pathologies n'ont pas la même spécificité. Vous vous attaquez exactement à quel type de pathologie, par exemple? Aujourd'hui, par exemple, vous avez remarqué qu'il y a une recrudescence des AVC au Gabon. Oui. Avons-nous attendu les experts parler de ça, de la santé, prévenir, comment résoudre ce problème? L'hypertension artérielle, le diabète. On va attaquer ça dans la prévention, on va sensibiliser. Tout ça, il y a un lien avec la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange? D'où ça vient? C'est un lien. Il y a un corollaire dans tout ça. C'est ça dont je parle. Il y aura une dynamique alternative dans tous les secteurs pour endiguer. Mais là, dans le cas de la santé, je dis bien dans le cas de la santé, nous allons pas aller dans une démarche curative parce que même la curative, ils ne s'en sortent pas dans leur façon de faire, dans leur message de discours. Ils ne s'en sortent pas. Moi, je vais arriver avec l'administration. Je ne dis pas le gouvernement, hein, je pèse mes mots. L'administration. Le Gabon, ce n'est pas seulement le gouvernement, les ministres autour du président. Un État est gouverné par une administration. Centralisée, décentralisée. Avec l'administration, nous allons nous pencher là-dessus. Alors, vous faites de la sensibilisation. Bon, mais il y a quand même l'aspect curatif aussi. Malgré la sensibilisation, on peut toujours tomber malade. Et en ce qui concerne le curatif... Les conditions de travail. Oui. Et on repart sur les fondements de mon programme. D'accord? En ce qui concerne la santé, c'est quoi? Toujours. Le Gabon est un pays qui fait partie du Conseil des Nations. Nous signons des accords ici et là. Quelle est la norme? On ne va pas inventer la roue. Qu'a-t-on signé à l'international sur la santé? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que nous rentrons, nous sommes en phase avec ce que nous avons signé? Moi je partirai de là, je ne vais pas inventer la roue. Hein. Je partirai de là. De là on va s'appuyer pour voir est-ce que c'est ce modèle que nous avons signé là-bas? Et nous allons mettre ça en place. Naturellement, il y aura pour revenir à le secteur éducation, je reviens quand même, je fais une digression. La carte scolaire va être véritablement... La carte scolaire, ce n'est pas simplement de dire que carte scolaire universitaire, ce n'est pas simplement de situer géographiquement, c'est aussi vraiment de déterminer les cours, les conditions. C'est un tout, la carte scolaire, carte universitaire, c'est un tout. Ce n'est pas que se dire que l'université est vers Sotega et entre derrière la prison, Sobraga et derrière la prison. Ce n'est pas ça la carte scolaire. C'est chaque filière, chaque département, quel est le coût, ça coûte combien? Carte scolaire, carte sanitaire également. Tout ça, d'accord? Nous allons mettre ça en place. Nous allons élaborer. La carte sanitaire, ce n'est pas simplement de dire qu'il faut un hôpital ici. C'est vrai que c'est nécessaire. Après, on rentre, on ira à l'intérieur pour déterminer réellement. Pour telle pathologie, c'est ceci. Pour le cancer, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout est concentré à Libreville. Il n'y a pas de médecins spécialisés à l'intérieur du pays. Hein. Ils vont là-bas en rendez-vous. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de formation. Quelle est votre vision programmation. Quelle est votre programmation par rapport à la formation pour faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, selon la carte sanitaire qui est dessinée, on ait les spécialistes dans les différents bassins sanitaires distribués sur le territoire? Identifier les défis
les enjeux, les priorités et contribuer ensuite derrière ça aux solutions pragmatiques sur le terrain. Ça se passe comment? Je reviens. Une loi de programmation budgétaire pour soutenir la vision que nous allons imposer, instaurée par la dynamique alternative dans ce secteur-là. On va identifier d'abord les urgences. Pourquoi il n'y a pas de médecins spécialisés à l'intérieur du pays? Pourquoi tout se fait? Comment dans un pays comme le Gabon, 64 ans après, lorsqu'on est à l'intérieur du pays, on va vous dire, le médecin là, il est spécialisé, il a Libreville, il viendra quand il y aura une dizaine de patients, un minimum, un nombre arrêté. Ça veut dire que si celui qui va se déclarer comme le premier patient, il va attendre que, le premier malade va attendre qu'il y ait au moins les 10 pour que ce dernier prenne l'avion parce qu'il va se dire, bon là au moins je peux amortir mes frais. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, oui, dans l'intérieur du pays. Il y a comme un lien entre le monde de l'éducation et celui de la santé, ce d'autant plus que c'est quasiment les mêmes réalités que ces agents du service public vivent. Lorsque vous êtes du secteur de l'éducation ou de la santé, que vous êtes affecté en province, vous êtes confronté au problème d'absence d'infrastructures, le logement, la route, l'électricité. Comment vous faites quand vous êtes médecin, quand vous envoie à Mimongo dans une structure sanitaire qui est dépourvue de plateau technique, vous avez de problèmes de courant, vous avez de problèmes d'eau, vous avez de problèmes de logement? Comment? La dynamique alternative que je vais impulser par la loi de programmation budgétaire pour chaque secteur identifié, d'accord, va prendre en compte tous ces éléments à l'intérieur. Parce que c'est le but, c'est par rapport aux ressources qu'on mettra que nous allons endiguer tout ce dont vous citez là aujourd'hui. Les ressources qu'on mettra en matière. On va plus être dans l'improvisation, l'amateurisme. On ne sera plus dans ça. C'est-à-dire qu'on saura que là, nous avons déclenché aujourd'hui une loi de programmation budgétaire sur un plan triennal, quinquennal, septennal, pour soutenir et endiguer tous les méfaits qui causent aujourd'hui cette situation malheureusement déplorable. Alors, on va poursuivre avec les axes de votre programme électoral, puisqu'on n'a pas fini d'ailleurs ce deuxième axe-là, on va parler de solidarité rapidement, de protection sociale. Mais j'ai envie de vous demander, la situation du Gabon, on la connaît. Les programmes ou les projets de société des candidats sont quasiment identiques ou reprennent les mêmes éléments, les mêmes réalités. Les réalités sont les mêmes pour les 8 candidats, évidemment, puisque c'est le même pays. Est-ce que le candidat Axel Stoffen Ibinga, au regard de l'urgence, a des priorités? Si on vous demandait quelle est la priorité, parce que ce qui est sûr et certain, pour être réaliste, vous ne pourrez jamais en un septennat, si vous êtes élu le 12 avril prochain, tout régler. Non. C'est quoi vos priorités? Le travail. Le travail. Seul le travail fait l'homme. C'est votre priorité, c'est la priorité des priorités dans pour le vous. Travail, oui. Il y a les conditions de travail. Dans le travail, il y a les commodités. Voilà. Quand vous parlez de travail, le travail, c'est-à-dire c'est quoi? Trouver l'emploi, lutter contre le chômage, améliorer les conditions de travail dans le secteur public et privé, c'est quoi exactement? Oui, c'est ça justement. Trouver l'emploi déjà au travail, former, pour ceux qui n'ont pas de formation, pour qu'ils travaillent, d'accord. Soutenir nos entreprises, d'accord. D'où je disais que je vais imposer une dynamique, d'accord, alternative par rapport à ce qui se fait. D'où je rappelle dans mes sorties que je reste et je suis l'alternative à ce marasme-là, d'accord. Aujourd'hui, ce que je dis, quand vous me demandez quelle est la priorité des priorités, c'est le travail. C'est le travail qui fera que les Gabonais auront peut-être certainement moins de soucis, moins d'AVC, parce que beaucoup là, peinent parce qu'ils réfléchissent beaucoup, il n'y a pas d'emploi, ça leur pose un problème. Mon action va se tourner principalement vers le travail, vers les conditions. Développer le secteur privé, l'entrepreneuriat. Soutenir l'entrepreneuriat. Nos opérateurs, j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui avec vous, devant vous. Peut-être que si j'avais le soutien qu'il faut, j'aurais davantage élargi mon entreprise, je l'aurais étendue dans plusieurs domaines, secteurs dont j'ai eu la vision. Faute de soutien, faute de moyens, je n'ai pas pu le faire, mais j'ai fait ce que j'ai pu faire avec mes moyens. Jamais j'ai eu le soutien de l'État. Un accompagnement en 19 ans. Ils nous avaient promis l'accompagnement dans la période de Covid. On nous a annoncé un plan de soutien de 221 milliards pour les entreprises, à taux de 5%.
le ministre de l'économie à l'époque, de la Covid, on n'a rien vu. Donc vous êtes dans une logique de travail pour tous. On sait évidemment que les cursus académiques scolaires ne sont pas les mêmes pour toutes les populations. Il y en a qui sont restés sur le bord de la route. Comment ferez-vous pour accompagner, soutenir ceux qui essaient de se réaliser socialement par les petits métiers? Lorsque je dis je suis le candidat de la jeunesse et du travail, je pense à chaque mot. Jeunesse, pourquoi? Pour que je sois une inspiration pour les jeunes. Vous pouvez créer de l'emploi, vous pouvez créer des entreprises et embaucher des compatriotes pour créer de l'emploi. Mais je vais plus loin. Ceux-là aujourd'hui, ceux-là demain qui vont être embauchés, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez également vous connecter à ce signal que j'ai envoyé pour ensuite vous-même partir de là, créer votre entreprise, créer de l'emploi. C'est une chaîne infinie que je vais impulser à travers ce signal. D'accord. Parlons rapidement de solidarité. Vous voulez créer un revenu minimum garanti pour personnes à grande précarité, donc les personnes du troisième âge, les personnels sans pension retraite. Oui, il faut bien, la solidarité, c'est le social, c'est la première obligation d'un État responsable, sérieux. Surtout ne pas en faire une arme d'avilissement, d'asservissement. C'est-à-dire quoi? Elle vient en supplément, en complément des allocations qui sont déjà mises à disposition des Gabonais économiquement faibles par le truchement, par exemple, de la CNAMGS. La CNAMGS verse des pensions? Non. Non, j'ai dit, ça vient en complément, c'est ça? Oui, ça vient en complément. D'accord. Encore que là-bas, il y a du travail également. Mais je pense que quand je dis qu'il faut soutenir les Gabonais, on va dire les économiquement faibles, les personnes en situation de précarité, oui. C'est parce que j'ai constaté effectivement. Vous reprenez le fichier de la CNAMGS. Il y a déjà un fichier qui existe des Gabonais économiquement tout faibles. ça là, je parlais tout à l'heure d'audit qui va se faire. D'accord? Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire qu'en tant que Gabonais, vous en conviendrez avec moi, il y a beaucoup de Gabonais qui se sont déclarés GEF, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. C'est une vérité. Et ça, c'est aussi un problème. D'accord? Alors qu'il y a des Gabonais aujourd'hui qui sont réellement GEF, mais qui ne sont pas dans le fichier. Et ceux-là qui ont les moyens de leur politique, de se soigner, de se prendre en charge, sont dans le fichier GEF. Ils le gonflent. Nous allons faire un croisement même. On partira du secteur bancaire, voici quels sont ceux-là aujourd'hui qui se déclarent économiquement faibles. Est-ce que réellement sont-ils? À ce niveau également, nous allons mettre en place un audit pour identifier cela. Troisième axe, logement, urbanisme, infrastructure, transport. Alors, quel est le programme électoral de logement d'Axel Stoffel Ibinga? L'État n'a pas vocation à construire des logements. C'est pourquoi ils peinent là. Ils ne s'en sortent pas. Ce n'est pas leur vocation. Ils doivent mettre en place les conditions. Ils doivent créer les conditions pour rendre attractif ce secteur, sans mettre le nez, la bouche, le doigt. Alors, quelles sont, selon vous, vous allez terminer évidemment, développer votre idée, les limites de la politique de l'État dans ce domaine-là, en ce qui concerne le logement? On sait que la Société nationale immobilière, la SNI, existe depuis plusieurs décennies maintenant. Cette entreprise, la SNI... Est-ce que vous avez identifié les limites? Oui. Quelles sont ces limites? Oui, et comment vous attendez elles sont à tous les niveaux, la SNI. Oui. À tous les niveaux. Voilà une entreprise, la SNI. Société nationale immobilière, qui a pour mission de construire des logements sociaux à moindre coût. Cette entreprise n'a même pas d'usine à parpaing. Elle n'a même pas de carrière à granit. Elle n'a pas de carrière de sable. Elle n'a même pas de permis forestier, j'en passe. Elle n'a même pas d'usine de fabrication des éléments pouvant lui permettre d'amoindrir le coût des logements. Ça veut dire qu'elle n'a aucune vision. La mission qu'on leur a confiée, elles ne peuvent pas la réaliser. Elles passent le temps à sous-traiter, à chercher des contrats avec
Des fonds, mais vous pensez que quand ils vont prendre des gens à l'extérieur et venir financer les Mais vous venez de dire tout à l'heure que l'État n'a pas la vocation de construire des logements. Donc l'ASNI se tourne vers des partenariats publics-privés pour justement construire ces logements-là. Justement, l'ASNI, d'accord, devrait avoir une vision. D'accord. Ça veut dire que désormais, au mieux, elle a les ressources, d'accord, elle a les matériaux de première nécessité pour sa mission. Et quand elle trouve des professionnels en la matière, ils viennent se sourcer chez elle. J'ai un permis là-bas, prenons le sable là-bas. J'ai un permis de granit, prenons le granit là-bas. J'ai du bois, allez-y commander là-bas, pour que ça ne coûte pas cher aux Gabonais. Elle n'est pas obligée de faire, mais au moins elle doit avoir plus ou moins les éléments permettant lui permettant vraiment d'accomplir les missions qui lui ont été dévolues. C'est-à-dire proposer aux Gabonais des logements à moindre coût. Quelle sera votre politique en la matière, dans ce domaine? De logement. Oui. Ma politique c'est simple. L'État ne va pas, l'État va soutenir toujours, d'accord. Mais il faut d'abord chercher à identifier quels sont les acteurs de la chaîne de la construction au Gabon. Qui sont-ils? On fera également, à ce niveau, on fera également un diagnostic. Qui sont les acteurs? Une fois identifiés, on va déterminer un peu, bon, quelles sont leurs ressources aujourd'hui. Ils les tirent où? Localement. Importent-ils le sable? Importent-ils le gravier? Importent-ils le bois qui permettent de construire ces logements-là, premièrement? Parce que je veux comprendre, par exemple, au Gabon, pourquoi est-ce que le camion de gravier coûte 460 000 en partant du Vendo, au Barracuda? Et pourquoi il n'y a qu'une seule carrière de gravier au sable au Gabon? Pourquoi c'est ce site-là de Barracuda? À qui est ce TF-là? Au point où c'est un seul point qui doit fournir en gravier. À qui est ce TF-là? Est-ce que c'est l'État ou un privé? J'entends pas TF, c'est une digression. Titre foncier. Non, 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 pas du tout. C'est une métaphore. Oui, vous parlez de quoi? Qui a ce monopole-là? Qui détient ce monopole-là? Pourquoi on doit prendre le gravier à un seul endroit? Et pourquoi à ce prix? Et vous voulez libéraliser, c'est ça? Je vais d'abord chercher à comprendre c'est qui là? C'est qui cette main-là qui décide comme ça? Qui fait subir autant les Gabonais? Et ces contrôles-là qui s'alignent, là, qui prennent de l'argent sur chaque camion, donc c'est une règle d'usage. Chaque camion doit s'arrêter et déposer de l'argent. Toute cette chaîne-là, je veux savoir à qui profite cela. Axel Stoffaine-Ibinga, en 2009, je crois, semble-t-il, l'ancien président de la République avait promis la construction de 5 000 logements par an. Malheureusement, ce projet n'a pas pu voir le jour. Il y a certains dysfonctionnements observés. On a même dû, dans l'histoire de la République gabonaise, à un moment, mettre en parenthèse l'existence du ministère de l'Habitat qui avait été oublié, dissous, j'ai envie de dire, avant d'être réhabilité. Il y a l'ANUTTC qui existe aujourd'hui, le ministère de l'Habitat, du Logement. Il y a souvent des crises sur le plan social qui éclatent aux quatre coins de la République du fait des problèmes de titres fonciers, d'occupation illégale de terrain. Comment régler tout ça? Je vais toujours dans l'esprit, dans la vision, pas l'esprit. Oui, la vision, c'est l'esprit. De la dynamique alternative que je vais impulser, nous allons repartir les rôles. La l'UTC est venue, je pense, quand on l'a créée en 2012, par là, 2011, comme pour dire, venir régler le problème du foncier au Gabon. Mais je me rends compte qu'ils sont limités simplement à la réglementation, on va dire, administrative. Et même là encore, ils peinent. On est, je pense, aujourd'hui à 35 000 titres fonciers, sinon un peu moins. Malheureusement, comme il n'y a jamais la reddition des comptes, il y a des rapports d'activité de ces instances-là, pour avoir une information au Gabon, mais c'est la croix et la bannière. En ce moment-là, même quand vous demandez, on vous dit non, non, parce qu'on se dit, bon, vous n'êtes pas la personne idoine pour demander quoi que ce soit. Voilà. Vous cherchez, il n'y en a pas. Ce n'est pas grave. Ça va finir après le 12 avril. Ça finira. Parce que le service public n'appartient pas à un bloc, à un camp ou à, je ne sais pas comment le définir, à un groupe de personnes. C'est pour l'ensemble des Gabonais. L'ANUTTC a démontré ses limites. L'ASNI a démontré ses carences, ses limites. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez construire combien de logements par an? Je ne veux pas construire, je ne suis pas là pour construire le logement. D'accord. Comment allez-vous faire pour que le Gabonais, notamment celui au revenu moyen, celui de la classe sociale la plus basse, ait accès au logement? D'accord. Premièrement, pour construire, il faut une terre.
D'accord? Ok. Qui a la mission de valoriser les terres au Gabon? Je ne sais pas. Le ministère de l'Habitat? Non, c'est un ministère administratif, ils ne sont pas techniques, ils ne peuvent pas avoir. Ils peuvent pas. La UNTC? Ils peuvent même avoir les voitures pour aller sur le terrain pour faire des relevés. D'accord, mais vous avez quelle solution? Oui. J'en viens. Nous allons scinder les choses. Je vais demander, selon les textes en vigueur, nous allons créer ce qu'on appelle la Société nationale de valorisation urbaine, la SONAVUR. Ou bien, non, là j'ai le choix entre la SOVAFIM, c'est SOVAFIM, Société nationale de valorisation foncière. Celle-là aura la mission d'assainir les parcelles, de viabiliser les parcelles. La SOVAFIM, viabiliser les parcelles dans chaque province. Elle n'aura que ça comme mission, pas d'autre. Le problème du Gabon, c'est qu'on fait du désordre. On ne sait pas qui doit faire quoi. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui. Mais je dis, je vais impulser une dynamique alternative qui va faire que tous les secteurs vont être chamboulés. Parce que cette façon de travailler-là, justement, ne profite pas aux Gabonais. Lorsque j'aurai mis en place, selon les textes en vigueur, la SOVAFIM, qui aura la charge de valoriser le foncier au Gabon. Ensuite, nous allons attaquer à la SNI. Désormais, on va dire, bon, vous, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La SNI, pour viabiliser un terrain, mais elle va encore sous-traiter. Elle n'a même pas les engins pour aller viabiliser une terre. Et vous voulez qu'elle fournisse, elle propose des logements à 12 millions, à 15 millions, de quelle manière? Par quel miracle? Vous avez également dans votre programme électoral, Axel Stoffel Ibinga mis le marqueur sur les infrastructures énergétiques. Alors, la fourniture en eau et en électricité est un véritable casse-tête aujourd'hui. Le constat est bien réel. Tous les ménages au Gabon souffrent de cette distribution alternative au regard du nombre élevé des coupures d'électricité et d'eau sur l'ensemble du territoire. Votre solution? Je ne dirais pas distribution alternative. Ouais, si, il y a quand même des moments où il y a du courant, d'autres moments où il n'y en a pas. Parce que non, moi je pose... Les coupures ne sont pas en continu. Non, je pose une dynamique alternative. Il ne faut pas mettre alternative dans ce genre de carence-là. Il faut une distribution séquentielle ou bien sporadique, c'est même mieux. D'accord? Sporadique en eau, en électricité. Ça fait, heureusement, je lui même prendre un groupe pour mon état-major de campagne parce que c'est grave. Alors, qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Oui, j'aime bien parce que quand on parle de l'eau, on me dit je ne suis pas plombier. C'est le plombier national. Mais c'est ce que vous aviez dit en 2023. Oui, c'est sorti de son contexte. Je ne suis pas plombier. Ça a été sorti de son contexte. Mais comment ça? Parce que, non. La journaliste vous avait demandé comment allez-vous faire justement pour amener de l'eau dans les ménages. Je ne suis pas plombier. Oui, je l'ai dit parce que j'avais compris que la journaliste refusait de comprendre. Tout à l'heure, depuis qu'on parle, je vous parle de dynamique alternative avec derrière, selon le secteur, une loi de programmation. D'accord? Bon, pour soutenir. Maintenant, voilà. Je ne suis pas plombier. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'au préalablement, après la com, ils sont ceux qui sont d'accord. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez aujourd'hui, là, par exemple, demain, on parlera, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arrêter encore si je ne suis pas plombier. Ils vont oublier que nous avons eu avant, il y a eu un avant, un pendant et un après. Qui a été sortie de son contexte. Voilà, justement. Elle a été sortie de son contexte. Si vous repartez à 15 secondes, vous comprendrez bien pourquoi je suis arrivé à cette phrase-là. D'accord. D'accord. Malheureusement, ça a été tourné en dérision. Bon, mais c'est pas grave, j'en viens. En 2025, vous n'êtes toujours pas plombier, on sait, mais maintenant, comment vous allez faire pour amener de l'eau et le courant dans les ménages? Je ne suis pas plombier, effectivement. Pour 2025, excusez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Le principe est le même. Aujourd'hui, il y a un problème de distribution en eau et en électricité. Ça rejoint, malheureusement, il faut que vous me laissiez le temps de décliner les piliers de mon programme. Vous pouvez les faire maintenant si vous voulez. D'accord. Oui. Je disais en 2023, je sortis avec 9 axes. En 2025, je viens avec 9 piliers. Parce qu'il ne peut pas avoir de piliers sans axes de soutenir. Mon premier pilier, qui n'est que l'ensemble de la dynamique alternative que je vais impulser après le 12 avril, c'est la vision. Mon deuxième pilier, c'est l'offre, c'est-à-dire mon programme électoral. De la vision découle le programme, qui est l'offre. Mon troisième pilier, c'est la gouvernance.
que je vais instaurer. Une gouvernance tournée vers, une technique tournée vers, non, une gouvernance stratège, pas technique, stratège, tournée vers l'économie, d'accord? En s'appuyant sur le secteur privé, non plus vers les politiques, voilà, le serpent qui fait mal au Gabon, là, d'accord? Ça, c'est le troisième pilier de la dynamique alternative que j'ai impulsé pour soutenir les axes. On est déjà à 3 piliers. Premier pilier, la vision. Deuxième pilier, l'offre, qui est le programme. Troisième pilier, la gouvernance. Comment elle va s'opérer? Lorsqu'on sort de la gouvernance, du troisième pilier, on descend sur les principes d'État, dont je défends 3 principes d'État. Premier principe d'État, l'État régalien. Il doit rester à sa place. Il ne doit pas s'immiscer là où il n'a pas lieu d'être. Cinquième principe, cinquième pilier. Toujours dans les principes d'État, nous avons l'État-providence. D'accord? Que je vais décliner à l'occasion. On va en parler. Oui, le sixième pilier, toujours dans les 3 principes d'État, nous avons l'État stratège. C'est celui-là qui va impulser la gouvernance, d'accord, stratège, tournée vers l'économie, en s'appuyant sur le privé. L'État stratège. Quand on sort de là, on a 6 principes. On est déjà à 6 piliers. On sort de là, on va dans les enjeux de souveraineté. Nous avons identifié 3 enjeux de souveraineté. La souveraineté alimentaire, 7e pilier. La souveraineté énergétique et ressources hydrauliques, 8e pilier. Et la souveraineté économique, 9e pilier. Justement, le 8e pilier, souveraineté énergétique. C'est pourquoi je voulais vous donner l'occasion d'arriver là-dedans. D'accord? Oui. Lorsqu'on rentre dans la souveraineté énergétique, on repartira sur le principe de base qui va soutenir la dynamique que je vais impulser. Le diagnostic. Le diagnostic. Quand je dis que je ne suis pas plombier, parce que j'ai dit on doit d'abord diagnostiquer. C'est le président qui va aller mettre l'eau dans les robinets? Non, c'est le plombier qui fait ça. Parce qu'on m'a dit de l'eau dans les robinets. Moi j'ai entendu robinet, je dis mais le robinet pour faire quoi? D'accord. Mais au moins je sais par exemple que, c'est vrai, il pas parlé de l'eau, mais j'ai expliqué. Je disais en 2023, nous allons identifier, d'accord, secteur par secteur, quelles sont les compétences ressources pour résoudre les problèmes dans chaque secteur. C'est pas, moi j'ai la vision, je ne peux pas tout faire. J'ai la vision, j'impulse, et ceux qui ont les ressources morales et professionnelles pour le faire technique viendront soutenir la vision là. D'accord, sur cet aspect lié à la souveraineté énergétique, donc la production, qui est le 8e pilier. D'accord, 8e pilier, la production, la distribution de l'eau et de l'électricité est aujourd'hui de la seule exclusivité de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG. Est-ce que vous, Président, vous ouvrez la concurrence dans ce secteur-là? Je vais ouvrir, c'est le même principe. Je ne sais pas si on a fini sur la CINI, si on s'est compris. On a fini, oui. On s'est compris? Oui. D'accord. C'est le même principe. Diagnostic. On fera un constat. Le constat, il est alarmant. D'accord? Aujourd'hui, là, c'est la SEG. Donc, ça veut dire que vous, en amont, vous n'avez pas déjà fait une forme de projection de diagnostic? Si. Vous attendez d'être élu président? Non, j'ai identifié déjà. Voilà. J'ai une règle, enfin j'ai une, comment je peux appeler ça? J'ai un repère dans ce que je fais, dans mes travaux de recherche. Identifier les défis de demain et contribuer aux solutions citoyennes. D'accord? C'est ça en fait. J'ai identifié les défis de demain et je contribue aujourd'hui par ce programme que je porte. J'ai identifié hier, la SE, c'est quoi son problème? Déjà la pyramide, elle est inversée. Là où il faut la ressource technique, il n'y en a pas. Là où il faut les cadres, les grands patrons, la pyramide est inversée comme ça. Alors qu'on doit la remettre, d'accord? On doit la remettre. En haut, il doit y avoir les cadres, mais le plus gros doit être les techniciens, d'accord? Pour pouvoir se déployer. Aujourd'hui, ils l'ont inversée comme ça. Donc, nous allons la renverser, la mettre à l'endroit. Il y aura beaucoup plus de techniciens, d'accord? Et en haut, là-bas, il y aura les cadres. Là. Donc, là-bas, il y aura une dégression. Parce que la masse salariale de ces gens-là, de ces cadres-là, empêche, du fois un salaire peut-être embaucher 10 à 15 techniciens qui vont permettre de vraiment se déployer sur le terrain. Et pour ce qui est des équipements, des infrastructures? Oui, justement, mais j'en viens, d'accord? Nous allons investir, on nous a créé, ils ont créé, on nous a créé, parce que c'est notre pays, la société de patrimoine qui gère les infrastructures, la ligne de transport. Mais aujourd'hui, quel est le rendement? Aujourd'hui, quand on fait un bilan, s'il faut faire un bilan, quel est son rendement aujourd'hui? Pour autant, nous n'avons plus de délestage? Non. Pour autant, nous avons l'eau en permanence? Non. Mais pourquoi on l'a créé, au fait?
juste venir demander à la SCG de l'argent pour justement toujours inverser les pyramides, avoir des cadres, hauts cadres bien placés, avoir de l'argent. Et ensuite, le Gabonais lambda est là, juste venir à chaque fois, venir ponctionner. Quand on voit les tickets d'âne, mon Dieu, combien de taxes on impose aux Gabonais? Même pour 2000, ils prennent des taxes. Access Tofeni Binga et Binga, on va aborder le pilier consacré à l'économie. Alors, c'est un pilier où vous parlez d'économie, de fiscalité, parafiscalité, dettes, dépenses publiques. L'économie gabonaise reste encore une économie de rente. Ouais. Malgré le fait qu'on se soit lancé dans une diversification de l'économie. Quelle orientation, quelle est la politique qui sera la vôtre sur le plan économique? Quelle orientation voulez-vous donner à l'économie nationale? Nous allons également créer à ce niveau une dynamique alternative. Dans tous les secteurs, je vais impulser une dynamique alternative. Oui, mais ça veut dire quoi? Ce que vos électeurs veulent savoir, oui, c'est que vous leur disiez exactement comment elle va se traduire en acte, oui, cette dynamique alternative. Parce qu'il faut qu'ils le sachent pour qu'ils vous voient de 12 avril. Oui, ils comprendront. D'accord? Je disais tout à l'heure, c'est une vision que je donne, ils comprendront. Et ensemble, on la soutenir, nous allons la mettre en pratique. L'économie aujourd'hui du Gabon, elle est tournée sur justement les taxes, les prélèvements. D'accord? C'est pas tout. Il faut réellement aller plus loin. Il faut élargir la chaîne de valeur de nos ressources premières, d'accord? Réellement. Non pas les confier à des multinationales qui viendront signer des conventions sur 50 ans, 30 ans, et on ne voit pas réellement les effets de toutes ces extractions qui sont faites dans nos terres pour aller justement permettre à d'autres pays de se développer. C'est là où je dis je vais impulser une dynamique alternative. Déjà, premièrement, l'économie, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'économie d'un pays? Mais c'est la collecte de l'impôt. C'est la collecte de l'impôt d'abord, d'accord? De l'impôt. Derrière ça. Quand je parle de l'État régalien, c'est l'État doit mettre en place des conditions d'attractivité dans chaque domaine, chaque secteur, pour permettre justement l'afflux de ces entreprises à se déployer. Plus elles sont nombreuses, plus l'État pourra davantage prélever, d'accord? Et également soutenir, créer une industrie, d'accord? Moi, je prône par exemple la création des industries, d'accord? Des petites et moyennes industries. Voilà la différence. Aujourd'hui, quand ils parlent, eux, aujourd'hui, 35 ans après, ils parlent de petites et moyennes entreprises. Moi, je parle de petites et moyennes industries, premièrement. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs. Je prends un cas de figure aujourd'hui. Nous sommes en campagne électorale. Qu'est-ce qui va changer après le 12 avril? Je vais interdire que pendant la campagne électorale, à l'approche, les gadgets soient commandés. Vous voulez un gadget pour appâter le peuple, ça va être fabriqué localement. Comment le Gabonais, on est en campagne électorale, il ne profite même pas de ce temps-là? Ce n'est pas normal. Je vais interdire ça. Ils n'apporteront plus de gadgets. S'ils veulent acheter en Chine. S'ils veulent faire des gadgets, ils vont les produire localement. Ça va inciter des industries, des petites et moyennes industries. Ça créera de l'emploi, ça créera de la ressource, des richesses, et l'État pourra davantage collecter. D'accord? Voilà un exemple, parmi tant d'autres. Après, on peut aller sur la parafiscalité, la fiscalité. Oui, il y a un problème là-bas. Il faut la réformer. L'impôt à 35%, c'est trop pour les Gabonais. Parce que plus, il faut aller sur une politique d'échelle. Moins on est nombreux, plus vous ponctionnez, ça fait mal. Plus on est nombreux, vous pouvez laisser un peu de laisse, et là, ça fait respirer l'entreprise. Moi, je vais étoffer le tissu économique. Donc, il faut également enlever la pression fiscale. Alors, donc, vous baissez certains types d'impôts et vous compensez comment? C'est l'impôt, c'est l'IS. Non. Ouais. Je vais d'abord, le préalable, c'est que je vais d'abord élargir le tissu. Ça veut dire que ce que je vais baisser là, en fait, d'accord, on va pouvoir le compenser parce qu'on aura élargi le tissu économique par la dynamique que je vais impulser. Vous voyez? Donc, en impulsant cette dynamique, en fait, nous allons accompagner, d'accord, cette floraison, d'accord, d'entreprise, d'accord, de grandes entreprises. Pour justement élargir, vous faites quoi? Vous lancez une forme de quoi? De plan quinquennal? Ah oui, je pense que c'est septennal. C'est 25 milliards par an. Nous allons mettre en place un instrument financier qui va être comme une caution d'État pour tous les emprunts qui vont être adossés, contactés par les entreprises qu'on aura identifiées ayant un potentiel avéré de développement et de croissance. Ils ont bénéficié en fait de ce prêt garanti par l'État, une caution garantie par l'État, d'accord? L'État se portera caution. Caution, l'État.
Et on va également travailler avec les partenaires bancaires pour voir dans quelle mesure, ce taux-là, les taux d'intérêt seront plus ou moins calculés à ces entreprises-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des banques de services, non pas de banques d'investissement. Malheureusement, aujourd'hui encore. Aucune banque aujourd'hui ne propose un produit sur l'investissement. S'ils le font, ben vous allez perdre un bras, vous laisserez un bras. Et ça, je dis, c'est pas normal. Alors, pour ce qui est de la relance de la croissance, parce que vous avez également évoqué dans votre programme électoral la relance de la croissance, vous parlez de lancer un programme d'investissement avec les grands travaux, donc la poursuite des travaux routiers, la construction des écoles et hôpitaux, programmer un inventaire des piliers de la parafiscalité. Oui, justement. Je reviens, le monsieur. Oui. Je reviens sur le fait que dans tout ce qui va être fait, en fait, d'accord, il y aura une dynamique alternative qui va être naturellement impulsée. Oui. D'accord. Lorsqu'on l'impulse, c'est qu'on a identifié, d'accord, les enjeux, les priorités, les besoins. D'accord. Il faut une audit de la parafiscalité. Toutes ces taxes-là qu'on prélève là, comme ça, qui ne sont même pas reversées au trésor public. C'est là, d'abord l'audit, d'accord, identifier cela. Il faut d'abord assécher la porosité de la collecte de l'impôt et taxes pour identifier ce serpent de la parafiscalité-là. Une fois on a identifié, on peut le couper maintenant, d'accord, et voir maintenant, bon, à ce niveau, quelles réformes on peut impulser pour justement, parce que l'État n'a pas vocation à presser les entreprises. Ce n'est pas ça son rôle, c'est d'accompagner et c'est de permettre qu'il y ait une multiplication pour davantage percevoir, collecter. Ça veut dire que le lien est vite fait, évidemment, avec la dette, puisqu'il s'agit de créer de la richesse pour éviter d'emprunter, afin de pouvoir investir. Pour ce qui est de la dette, pour ce qui est de la dette, vous parlez de programmer l'évaluation de la dette extérieure, l'évaluation de la dette intérieure, de programmer l'investissement des infrastructures. La dette. Oui. Si je vous dis, vous devez 5 milliards, vous allez me demander, mais comment je vous dois ça? C'est curieux quand même qu'on parle de dette au Gabon, de 7 000, de 8 000. Mais on ne le dit pas, d'accord? Quand je ne dis pas, ça dit qu'on vous demande d'aller vous-même chercher d'où ça vient, d'accord? Personne n'a pour le soin, j'ai écouté là, je suis à transition. Personne n'a pour le soin de détailler réellement la dette là. Elle commence où? Elle a commencé où? Pourquoi? Qu'a-t-on fait? Et pourquoi nous en sommes là? Il n'y a pas eu cette genèse-là de la dette au Gabon. On la cache. On cache la genèse, on fait des chiffres, on fait des tableaux, des pourcentages. On sait que bon, tout le monde n'est pas mathématicien en la matière. Donc on laisse comme ça. On donne quelques lignes en pourcentage, ça donne la migraine et puis on abandonne. Malheureusement. Mais il faut aller plus loin d'abord, la dette. Après la dette, restons sur la dette. Parce qu'il y a la dette et la dépense publique. Pour la dette, identifions d'abord la dette. C'est qui? Ça en va quoi? Il y a deux types de dettes. La dette multilatérale, d'accord, et la dette bilatérale. Bilatérale, c'est entre États. Multilatérale, ce sont les différentes institutions, d'accord, financières. Voilà, organismes financiers. Ok. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Moi, je suis un administrateur privé d'entreprise, d'accord. Lorsque j'emprunte, c'est pour investir, d'accord, pour booster ma croissance et mon développement. Donc, lorsqu'il faudra rembourser, ce sont les flux de l'investissement qui vont supporter la dette. Cette vision politique des choses-là a fait qu'ils empruntent pour fonctionner et non pour investir. Là aussi, ça va changer. Nous allons impulser à ce niveau une dynamique alternative dans la mentalité. Dans Alors, le problème, est-ce que le problème, c'est l'emprunt ou c'est la mauvaise utilisation, justement? L'utilisation. Voilà, l'utilisation est mal faite. Et on ne sait pas pourquoi, mais elle est mal faite. Nous allons savoir pourquoi quand on va arriver. On saura. Et les Gabonais devront savoir pourquoi ça a été mal utilisé. Alors, on parle aussi dans le secteur économique en ce qui concerne votre programme électoral de la réforme fiscale et de la parafiscalité. Vous pensez réduire progressivement le taux d'imposition des sociétés passant de 35 à 30% sur 5 ans, de créer une patente synthétique forfaitaire adaptée au secteur informel. Ça m'intéresse. Oui. Aujourd'hui, l'informel, on le prend pour la bête noire.
Mais ce n'est pas de sa faute, il fait avec. Vous savez, quand l'eau coule quelque part, si vous ne canalisez pas, il va aller dans tous les sens. D'accord? Il faut canaliser les eaux. Il ne faut pas vous plaindre que l'eau là est venue inonder ma maison, ça me saillit la chaussure. Non. Mais faites de canalisation. Mais le secteur- L'informel. Oui, l'informel, il faut commencer peut-être aussi par la structurer. Oui, mais j'en viens. Oui. Il y a une vision pour ça. Ça touche le pilier, le premier pilier de la dynamique alternative qui est la vision. 2, la gouvernance, le deuxième pilier. Et 3, on descend sur l'état stratège. D'accord? L'état stratège dit quoi par rapport à ça? J'en viens. Bah, la patente synthétique là, imposée à Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ceux veut qui dire sont dans le secteur informel, l'informel. est-ce que celui qui vend les Nike, comme on Oui, dit oui. au quartier, Oui. est impacté? Est-ce que celui qui vend les chaussures tous à vont Rio, contribuer. Le tailleur va contribuer. oui. Le colonier va contribuer. D'accord? Mais il y aura, principalement, il y aura une réelle, une vraie unicité des caisses. Ce ne sera plus une utopie, ce ne sera plus un 20 mots. Ce sera réel. Voilà, mais c'est une taxe supplémentaire. Ces petits, Non, parce- ces acteurs qui évoluent dans le secteur informel disent déjà subir La parafiscalité. oui, le poids notamment. Oui, mais j'ai dit, c'est pourquoi j'ai énoncé la parafiscalité. Oui. Là-bas, nous allons taper là-bas pour savoir, j'ai dit tout à l'heure au départ que nous allons d'abord assécher ça, d'accord? Parce qu'il y a trop de pression. Nous allons identifier et voir est-ce que c'est nécessaire. Pourquoi le font-ils? Aujourd'hui, on crée des entreprises politiques. Je pèse mes mots. On a créé des entreprises politiques qui collectent pour nourrir le politique, pour le faire grossir. Et ça impacte le quotidien des opérateurs, des Gabonais, malheureusement. Donc ça, là, nous allons identifier ça. Nous allons couper la tête à ce serpent-là. Donc pour revenir justement à l'informel, nous allons organiser les choses, secteur par secteur. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle des CSP. CSP, j'entends par CSP, Centre de services partagés. Je prends un cas de figure. Un secteur comme la mécanique garage auto. Ça me vient comme ça. D'accord? Ils sont là dans l'informel, on ne sait pas ce qu'ils donnent, qu'ils produisent à l'État. La plupart n'ont pas de ressources techniques, matérielles pour pouvoir bien opérer dans leur domaine. Premièrement au Gabon, dans la vision, le premier pilier de la dynamique alternative, la vision, dans le modèle de gouvernance, troisième pilier, mais dans l'état stratège, d'accord, qui est le sixième pilier, je vais identifier. Chaque secteur d'activité devra être réuni en fédération. Il n'y aura plus une entrepreneur ou une entreprise qui n'appartient pas à une fédération. Ils devront avoir un numéro d'identification, étant membre d'une fédération, de son corps d'activité. Parce que pour endiguer justement le problème de l'informel, on doit passer par ça, par cela. Qu'est-ce que je veux dire par le CSP? Centre de services partagés. Ils n'ont pas assez de moyens, ils sont disparables dans toute la ville. J'en viens, j'explique. Ça veut dire qu'on mettra en place des mécanismes de soutien, d'accord, à travers le mécanisme, l'instrument financier que je mettrai en place pour soutenir le secteur privé et l'économie. C'est ça ma priorité à l'économie. Il y a un secteur qui va être effacé, enterré même. Un domaine qui va être enterré. J'en viens sur ce domaine-là. Lorsque nous allons mettre en place ces moyens-là, les CSP, j'ai pris un cas de figure pratique. Je prends les garages, ils n'ont pas les moyens. Nous allons accompagner nous allons d'abord les identifier. Nous allons mettre en place un CSP par zone. C'est-à-dire, par exemple, un grand hangar où il y a tous les équipements, d'accord, facilitant la maintenance de mobile, d'accord. L'informel-là va se faire identifier pour aller travailler là-bas. Il y aura là-bas un régisseur où, par exemple, je suis un jeune combattant mécanicien, j'ai été formé grâce au plan de formation que j'ai mis en place, mais je n'ai pas les outils pour travailler, d'accord. Au lieu d'être dans l'informel, l'État a mis en place un CSP par zone. CSP en garage mécanique, il y aura plusieurs CSP. J'ai mon oncle Snella Ange qui a une voiture en panne. Je lui dis, tonton, je me suis fait identifier, je suis référencé dans le CSP mécanique. Là-bas, il y a des ponts élévateurs, là-bas, il y a des outils, là-bas, il y a tout. Je prends ta voiture, je suis identifié, je vais là-bas, je travaille. Et là, le régisseur reçoit ce que j'ai reçu. Bon, je cherche un nom. Pambou Franck, qui est auto-entrepreneur, d'accord, qui était avant dans l'informel, mais qui s'est réuni en fédération. Et ce dernier, en fait, est venu faire une prestation pour un véhicule. Ça fait tant, ça sera fait tant, dans les conditions
excuse-moi, pour sortir de l'informel aujourd'hui qui gangrène et qui salit. Donc on a compris, vous voulez évidemment mettre de l'ordre dans le secteur De l'informel, informel afin voilà. de pouvoir tirer, non seulement améliorer les conditions de travail Le de ceux qui y pour limiter sont, aussi les accidents. mais surtout faire Voilà. en sorte que ce secteur-là apporte une forme de plus-value et participe à... Non seulement à la qualité, Ouais. parce qu'un pays a également le devoir de fournir aux usagers, d'accord, les populations, un service de qualité. Mais pour cela, il faut mettre les conditions pour cela. D'accord, parlons à présent... La dépense allons dans l'axe où on va essayer de faire un lien entre les réformes sur le plan institutionnel et la justice. On fait le lien en ce qui concerne ces différents points-là. Quelle est votre vision, quelle est votre programmation par rapport aux réformes institutionnelles et la justice? On parle beaucoup de ces... Premièrement. On a beaucoup parlé de ces deux aspects durant cette période de transition. En parlant de justice, en parlant des institutions, premièrement, ma première mission, toujours tire sa source dans le premier pilier de la dynamique alternative que j'ai cette année rajouté aux 9 axes, la vision. Je vais dépolitiser l'administration gabonaise et toutes ses institutions. Dépolitiser. Il n'y aura plus de coloration politique. La coloration politique va exister dans les hémicycles. Mais les agents du service public qui sont recrutés par l'État sont recrutés selon leur profil académique, pas selon leur appartenance à des partis politiques. Ah bon? Vous voulez qu'on fasse un exemple? Après, on sort pour voir si tout le monde est au bureau? Vous voulez qu'on fasse un exemple? On sort là? Ouais, donc expliquez, quand vous parlez de dépolitiser, soyez plus clair. D'accord. Oui. Ça veut dire qu'au Gabon, il n'y aura plus un fonctionnaire, un haut commis de l'État nommé qui a une teinte politique. C'est fini. Ça veut dire que je ne peux plus être secrétaire général... et puis être membre d'un parti politique. C'est pas possible. C'est fini. Ça finit. C'est fini. C'est fini. Ça ne va plus exister au Gabon. Vous voulez faire la politique, vous faites une mise à disposition, vous allez vous faire élire. Là-bas, vous parlerez politique. Mais sous d'autres cieux, dans les pays qui ont créé la politique, il y a des membres du gouvernement qui sont estampillés parti politique X ou Y, mais qui continuent à mener leurs activités politiques. Quand on se regarde, on se console. Quand on se compare, non, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Je ne suis pas sous l'autre cieux, je parle au Gabon ici. Oui, mais toute étude se nourrit de comparaison. Non, moi je refuse ça parce que c'est la comparaison qu'ils nous a fait aujourd'hui, qu'ils nous a mis dans la, on va dire quoi, qui nous a engouffrés, d'accord, dans ce marasme. Donc vous vous attaquez à ceux qui ont des responsabilités. Dans les partis politiques, d'accord. Pas aux militants Oui, pas aux militants, d'accord. Vous ne pouvez pas avoir un poste de responsabilité. Directeur général, aujourd'hui, comme c'est le cas, tous ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont en campagne. L'usager doit attendre qu'ils reviennent de la campagne. Mais dans votre état-major de campagne, vous avez des agents de service public ou du privé, non? Non. Et même quand c'est le cas, je dis bien, poste de responsabilité. D'accord. Directeur général, secrétaire général, ministre de la République, en campagne. D'accord. Tous les cabinets sont vides. Ça là, ceci, ça ne va plus exister au Gabon. Un autre point, en rapport avec la réforme des institutions, que vous voulez mettre en relief? Oui, j'ai parlé de la dépolitisation, d'accord. Ensuite, il faut voir également, là on est sur l'institution, après on parle de la justice, qui est tant décriée aujourd'hui. Donc ils ont suspendu le mouvement de grève. On nous parle d'une justice instrumentalisée, une justice aux ordres. Mais je pense qu'avant de demander, là aussi s'impose un diagnostic, d'accord. Que demande-t-il au juste? Est-ce trop ce qu'il demande? Question. Ont-ils le droit ou pas le droit? Question. Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui sont là aux affaires ont peur que ces hommes-là soient libres de faire leur travail? Je m'interroge. Parce que moi, dans ma gouvernance, dans la vision que j'ai, je veux avoir des garde-fous. Je ne veux pas avoir l'impression que je peux marcher sur tous les plateaux, sur tous les tableaux en fait. Je ne veux pas ça. Au contraire, je veux avoir, comme on dit ça, un viseur, comment on appelle ça, ceux qui font il y a Quand on parlait de quoi? Tir à l'arc? Non, l'essence de là où je veux avoir en fait un viseur sur moi, c'est-à-dire une cible en fait. Pour éviter que je ne fasse trop, voilà, je veux être balisé. Je veux que mon chemin, d'accord, soit balisé. Pour éviter les dérapages, incontrôlés, d'accord, et les abus de pouvoir. Alors, si vous êtes président, comment rendrez-vous l'appareil judiciaire plus efficace?
en leur donnant une réelle autonomie, d'abord financière, c'est ça l'autonomie d'abord. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient les ressources, d'accord? Des ressources. Et dans des conditions de travail. Il y a des tribunaux aujourd'hui qui sont malheureusement, qui manquent même des lieux d'aisance à l'intérieur du pays. Les Gabonais m'entendent. Qui manquent de lieux d'aisance à l'intérieur du pays. Des magistrats. Ils vont comme ça à l'air, se soulager, et ils reviennent. Je ne parle même pas du cadre de travail. Aussi, on a oublié un détail quand on parlait des infrastructures. Je vais établir ce que j'ai dénommé la norme nationale des édifices publics. Il y aura une norme. Au point où, quand on viendra à Libreville, on voit un commissariat, on le retrouve à Port-Gentil, à Mouila, à Tibanga, à Oyem, à Makoukou, Koulamoutou, Franceville. Lambarénie. La norme. On doit normer les choses. Service public. Cette norme-là prendra en compte tout l'ensemble de la population. C'est-à-dire que ceux qui vivent avec un handicap, mon Dieu, comment ils font aujourd'hui pour entrer dans les... Il n'y a même pas. Axel Stoffen, Ibinga, il nous reste 10 minutes avant de mettre un terme à cette émission. Ça va vite, hein? Mais bien sûr, c'est 1h30, mais vous avez tellement de choses à dire. Votre programme est dense, on va dire. Terminons par deux autres secteurs qui sont tout aussi importants, le sport et la diplomatie. Voilà, le sport. Quelle est votre vision en ce qui concerne le sport? Parce que le sport et la culture semblent toujours être un peu le parent pauvre dans les projets de société des candidats à l'élection présidentielle au Gabon. Alors, j'ai pris une décision, oui. J'ai une vision... Sport et culture. Sport et culture, d'accord. Alors, sur le sport, je vais choquer. Ça va faire mal. Je vais choquer. Mais quand on est chef, on prend les décisions. Même quand ça fait mal. Parce qu'on sait où on veut aller. Je sais pas, on m'a dit ça coûte cher, mais il ne faut pas faire ça. J'ai dit je veux le faire. J'ai décidé, moi, président de la République. Quand vous serez président? J'ai décidé, moi, président de la République. D'accord? Après, vous pouvez décider comme, quand ou pas, ça vous... En ce moment, il n'y a aucun président, on est tous candidats. Moi, j'ai décidé, moi, président de la République, lorsque je vais arriver, nous allons d'abord identifier les différentes fédérations, d'accord, sportives qui existent, une par une. On verra l'état, diagnostic et autres. De cet état-là, du diagnostic qu'on fera, si il est désolant, chose que je suis sûr qu'on trouvera, je vais demander à ce que chaque fédération ou le ministère en charge écrive aux instances internationales du sport le retrait, la suspension du Gabon à toute participation sportive internationale pour qu'on règle d'abord nos problèmes. Je vais décider. Ça va être comme ça. Une fois on a écrit, on voit comment s'arranger avec les instances. Maintenant, on s'assoit à la maison. Première mission, dépolitiser tout ça, que ce soit le sport, la culture. On nettoie. On s'assure qu'il n'y ait plus cette main noire-là qui crée le chaos au Gabon. De là, en faisant... Mais la main noire, on accuse toujours de main noire. C'est la main de qui? De politique. La main s'appelle politique. Elle est non politique. Et je dis hier, je dis depuis quelque temps, moi j'ai un adversaire. Je l'ai. Je le connais. Mais devant moi, il y a des obstacles. Cet obstacle qu'on va enlever pour que j'aille m'attaquer à l'adversaire. Qui est le politique au Gabon? Qui est la politique au Gabon? C'est lui mon adversaire. Maintenant, avec qui l'étendue de ses ramifications, mais ils vont prendre les coups perdus, les balles perdues. Parce que moi, je vais l'attaquer. Frontalement. Quand vous venez du secteur privé, du monde entrepreneurial, donc vous cherchez la confrontation avec le Je ne cherche pas, non, je vais écraser. Comment ça, confrontation? Qui pourra résister? Je vais tuer le politique, d'accord? La politique politicienne, je vais la tuer. Ça fait 35 ans, elle sévit au Gabon. Je vais l'arrêter, ça suffit. On se remettra au travail. D'accord. Et comment vous allez faire en sorte que la culture ne soit plus la cinquième roue du carrosse au Gabon? Mais parce que justement, on va d'abord la dépolitiser. D'accord? On va couper la main noire, qui est le politique. On va identifier quelles sont les potentialités qu'on a. On les mettra en valeur. Et là également, il y aura une loi de programmation pour soutenir toutes les actions que nous allons mener.
La culture, c'est vaste. La politique, La culture, c'est vaste. oui, c'est vaste, d'accord. Nous Est-ce que- allons, est-ce nous, que nous vous allons avez- créer, nous allons créer la maison de la culture, d'accord, dans chaque province. Chaque province, il y aura la maison de la culture. Pour justement remettre en valeur nos us et coutumes, d'accord. Attention, même là encore, je parle bien, hein, parce qu'après, il faut qu'on recentre le débat. Il ne s'agit pas de faire proliférer des mbanjas dans le Gabon. Non, non, c'est pas ça. C'est pas Ça ça. ne fait pas partie de Non, 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 nos non, rites et non, traditions, non, de non, notre non, culture. non, 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 il Non. ne s'agit pas de ça. Nos rites C'est les traditionnels. valeurs, d'accord, les valeurs, Oui. nos valeurs perdues. D'accord, on va voir comment. Aujourd'hui, par exemple, il pourrait y avoir des compteurs dans les villages pour expliquer aux enfants comment les choses doivent se passer. Non, est-ce que vous savez qu'il y a un ordre national de Des- praticiens qui existe? Quand ils vous entendent parler de la Ceux-là- sorte, vous ceux- remettez en cause Je ne remets pas en cause, on mettra de l'ordre également là-bas. D'accord. de quelle façon après allez-vous remettre de également, l'ordre dans maintenant, ce milieu-là? nous allons appeler chaque acteur, d'accord, de la culture. Chaque acteur. Comme je l'ai dit, le principe est le même, ça part d'une vision. Nous allons réunir chaque corps, chaque secteur, d'accord, réuni soit en fédération, soit en corporation, soit en organisation. Chacun doit être réuni comme ça. Après, on s'assoit. On dit, bon, vous un peu, quel est votre apport par rapport à la société dans votre domaine? Qu'est-ce que vous avez généré à ce jour? Quels sont les avantages? Quels sont les, on va dire quoi, les contributions, d'accord, de votre organisation à l'émergence, à l'émancipation de la société? On va diagnostiquer chacun à son niveau pour voir l'utilité, s'il n'y a pas d'utilité. Si je perçois dedans une coloration, une ride politique ou teinte politique, on va l'écraser. Vous allez faire tous les Mbanja? Oui. Ah, d'accord. Donc, pour ce qui est de la diplomatie sur le plan international, quelle est la vision qui est la vôtre? La carte, il faut d'abord redéfinir la carte diplomatique du Gabon. Et là également, si je perçois qu'il y a des tentatives... Diplomatie et coopération internationale. Oui, Oui. d'accord, parce qu'on n'est pas utile partout, d'accord. Il faut aussi faire... Là intervient l'État stratège, d'accord. Et justement, l'État stratège et découlant de la Quand vous vision... parlez de redéfinir la carte, c'est pour les besoins économiques, c'est ça? Non, pas Parce économique. qu'il y a l'aspect lié également à la géopolitique Non, mais quelle place allez-vous- moi, je n'ai pas une vision géopolitique. internationale. Non, moi, comme je suis un peu comme le président américain, moi, ce sera le Gabon d'abord. La condition des Gabonais d'abord. Mais le Gabon n'est pas un îlot. Oui, je sais, d'accord. Ça veut dire que les choix que je ferai, même dans le cas diplomatique, ce sera d'abord dans l'intérêt du Gabon, pas pour être politicien, pour être partout, parce que pour montrer qu'on est partout. Non, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on est utile? Est-ce qu'aujourd'hui, la carte diplomatique aujourd'hui du Gabon, elle est utile, elle profite aux Gabonais? C'est ça la question. Si elle est utile, on la maintient comme ça. Si elle n'est pas utile, nous allons la redessiner. Mais avec une orientation claire, une vision claire, tournée vers l'économie. D'accord? Des coopérations économiques, stratégiques et toujours économiques, rien d'autre. Parce qu'il faut qu'il y ait ce transfert de compétences, de savoir, pour que nous puissions justement permettre d'avoir une société qui s'émeut, d'accord, qui prend plaisir, d'accord. Mais il y a des enjeux d'ordre sécuritaire également. Le Gabon est en Afrique centrale. Il y a des enjeux d'ordre sécuritaire. On a une façade maritime de plus de 800 km. On est dans le golfe de Guinée. On est parfois attaqué par des pirates. Là, vous parlez L'enjeu de la sécuritaire. Non, oui, justement. la diplomatie, la coopération. Est-ce que vous allez vous inscrire dans la logique de certains chefs d'État africains aujourd'hui qui ont décidé de rompre toute coopération militaire ou accord de défense avec la France, par exemple, si vous êtes élu le 12 avril? Donc là, vous me faites comprendre que le Gabon aujourd'hui a un accord de coopération sécuritaire avec la France, d'accord? Et pourtant, nos côtes sont piratées. Ça veut dire que donc il y a un problème. Si c'est ça l'accord, donc on va revoir ça. Mais tous les pays du golfe de Guinée sont souvent victimes des attaques de Bon, pirates. ça veut dire quoi aujourd'hui? Identifier les enjeux de demain et contribuer aux solutions pratiques sur le terrain. Mais sur cette question Sur spécifique, cette question, les accords de défense et de cette sécurité question, avec la d'accord, France. Oui. cette question aujourd'hui, à qui revient la charge de la surveillance de nos côtes? Est-ce qu'il y a une partie de l'administration gabonaise, d'accord, qui a cette charge-là? Non, je ne suis pas sur la surveillance des côtes, je suis sur les accords de défense signés avec la France depuis Non, plusieurs décennies. on ne va pas aujourd'hui aller en cabale dans tous les sens, d'accord? On va aller de façon pragmatique. Je dis, tout se fera à partir d'une vision, d'accord, d'une gouvernance, mais également des enjeux de souveraineté. D'accord? C'est important, les enjeux de souveraineté. Là où les enjeux de souveraineté sont menacés, on va stabiliser les choses, on ne va rien bousculer. D'accord? Et pour le reste,
là où il y aura des accords, entre guillemets, des entreprises, des corporations politiques, on va essayer de voir est-ce que réellement ça profite aux Gabonais. Axel Stoffen Ibinga, on vous laisse 1 minute en guise de conclusion, 1 minute durant laquelle vous allez vous adresser en regardant la caméra au peuple gabonais afin de prendre rendez-vous avec les Gabonais qui iront aux urnes le 12 avril prochain. D'accord, je vous remercie. Mes chers compatriotes, la période des élections, c'est une période assez charnière. Je dis là où je vais que je n'ai pas de message, je n'ai pas de discours, j'ai une vision. Cette vision, il y a un signal qui est émis. Ma volonté, c'est qu'à chacune de mes rencontres, que les Gabonais se connectent à ce signal. Parce que mon ambition est claire, nette. Je suis le candidat de la jeunesse et du travail. Je suis et je demeure la seule alternative pour remettre ce pays entre les rails. Je n'ai pas d'attache politique, je n'ai pas d'accord politique, je n'ai pas de compromis politique avec qui que ce soit. Je serai libre d'exercer, sans problème. C'est pourquoi je vous demande de venir assister, de loin ou de près, à toutes nos sorties, pour vous connecter à la vision, non pas un message, mais à la vision du programme que je porte, afin de voir ensemble l'ambitieux programme que je porte. Derrière cela, je vous dis une chose, la République au travail, c'est possible. Ensemble, allons-y le 12 avril prochain, mettre un terme à cette gouvernance politique. Je vous remercie. Merci Axel Stoffen Ibinga d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre passage dans notre émission présidentielle 2025, La parole aux candidats. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Ce sera avec le même plaisir, le même bonheur qu'on vous retrouvera pour un autre programme dédié donc à cette élection présidentielle en ce qui concerne cette émission où nous donnons la parole aux candidats afin qu'ils puissent mettre en relief les principales articulations de leurs différents projets de société. Merci et bonne suite des programmes sur Télé Africa.